Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette 4e édition de la Journée internationale des professeurs de français. Je souhaite la bienvenue aux participants qui sont en présentiel et aux participants qui sont en ligne. Je m'appelle Sophie Haussmann et je vous présente aujourd'hui une conférence intitulée « Expérimenter pour transformer les pratiques en FLE ». Je l'ai intitulée ainsi pour vous faire une invitation à l'expérimentation, à cette initiative de vouloir explorer, tester, mettre en place des expériences pour pouvoir justement diversifier les pratiques pédagogiques. Et on va pouvoir illustrer avec plusieurs exemples qui, j'espère, vont vous inspirer. Alors, j'ai construit mon plan autour de 4 points. D'abord, pourquoi et comment expérimenter? Comment on peut aussi varier les modalités pédagogiques puisque nous avons un apport important du numérique qui nous permet de lancer des expérimentations et de voir un retour sur notre démarche pédagogique, notre situation d'enseignement-apprentissage. Ensuite, nous allons pouvoir explorer divers scénarios qu'on peut mettre en place pour arriver à renouveler les pratiques pédagogiques en FLE. Alors, l'objectif principal de cette conférence, c'est de vous proposer différentes voies possibles pour améliorer votre expérience d'enseignement et faire cours autrement. Alors, faire cours autrement, il faut nous donner, il faut peut-être voir des exemples concrets d'une variété de classes existantes maintenant, grâce essentiellement au numérique. Alors, d'abord, on va commencer par comprendre pourquoi expérimenter. Alors, j'ai retenu quelques points qui sont les points les plus classiques et les plus récurrents, donc qui vont concerner une volonté de répondre à des besoins ou des lacunes identifiées par les enseignants ou l'équipe pédagogique. Donc, on va pouvoir essayer de tester de nouvelles manières d'enseigner pour justement répondre à un besoin précis. Sinon, on peut également vouloir tout simplement renouveler notre pratique pédagogique et améliorer la démarche d'enseignement en testant des pédagogies actives ou bien en testant des expériences pour faire vivre à nos apprenants justement des situations nouvelles. Il y a aussi cette volonté de plus en plus des enseignants de renforcer le lien avec la recherche. Alors, je ne parle pas d'une recherche fondamentale ou d'une recherche théorique, mais je pense que beaucoup d'enseignants maintenant commencent à lire sur des expériences qui ont été mises en place en classe, sur des recherches développement qui vont concerner la conception et la mise en place d'un dispositif de formation. Et ils vont pouvoir lire sur une nouvelle approche qui vient d'être mise en place. Donc, c'est de plus en plus un besoin des enseignants de s'inscrire dans des communautés de pratique et de pouvoir échanger avec des pairs et avec des chercheurs ou avec des praticiens qui vont leur donner aussi des idées pour renouveler la pratique pédagogique. Alors, ça peut être vraiment pour d'autres raisons, hein. Je veux dire, la palette est très large. Comment expérimenter justement? On va voir que l'expérimentation peut être menée dans des champs aussi récurrents comme l'organisation pédagogique de la classe. On peut vouloir proposer une modalité différente ou bien pour vouloir varier de pédagogie à l'intérieur d'une classe. Ça peut également concerner la conception d'un outil ou d'une ressource numérique qu'on souhaite intégrer. On veut la tester, voir qu'est-ce que ça donne avec les apprenants. Et ça peut également être une volonté de coopérer et de s'ouvrir à d'autres établissements, alors pas forcément des établissements scolaires ou des établissements éducatifs, mais ça peut être aussi, on va voir tout de suite, des établissements de spécialistes, tout simplement avec des experts d'un domaine pas forcément éducatif.
Alors, d'abord, si on souhaite justement penser et réfléchir sur comment on peut varier les modalités pédagogiques en classe de FLE, on va voir que maintenant, on a pu, même d'ailleurs pendant 2 ans, euh, euh, vivre plusieurs situations et se retrouver dans plusieurs euh, formes ou plusieurs formats de classe. Alors là, j'ai choisi 5, mais ils sont une dizaine. Ça peut vraiment être vraiment très, très varié. On a pu voir des classes hybrides, on a pu peut-être expérimenter des classes commodales, des classes inversées, des classes renversées, des classes diversifiées. Mais comme je vous dis, j'ai fait juste une sélection pour aujourd'hui, mais la palette est très large. On peut aller jusqu'à une classe autonome, une classe immersive, classe puzzle. Alors là, il y a vraiment une grande variété de classes qu'on peut tester et avec cet objectif de justement sortir de la classe classique, de cette posture de l'enseignant transmetteur de connaissances au milieu d'une classe pour aller justement varier les modalités pédagogiques. Alors là, si on va introduire un peu la classe hybride pour la distinguer de la classe commodale, on va voir que cette classe offre un enseignement euh, en ligne et en présentiel d'une manière séparée, de façon séparée, c'est-à-dire toute la classe est, euh, est dans un des deux modes. Toute la classe est en présentiel pendant une période et puis il passe dans une autre période ou dans une autre semaine en ligne. Alors, la classe commodale la classe hybride, pardon, c'est un choix de l'enseignant de vouloir justement articuler les deux modes, en présentiel et en ligne, pour proposer un enseignement varié et vous allez voir quand on va présenter tout de suite comment on va pouvoir hybrider, vous allez voir que le contenu, il y a du contenu qui est plus facile à travailler à distance et puis il y en a d'autres d'autres est plus facile à travailler en présentiel. Mais ce qui est à retenir dans cette configuration de classe hybride, c'est que il y a eu une fausse idée pendant des années sur l'hybridation, que les enseignants croyaient que quand on va mettre en place une classe en présentiel et qu'on va la compléter avec quelques ressources dans un centre de ressources ou dans un espace, si vous voulez, de travail en autonomie, bah là, ça répond à la classe, on fait de l'hybride. Alors que la classe hybride, c'est vraiment quand on va prendre une formation et qu'on va identifier du contenu pour cette formation-là qui va être à la fois travaillé en présentiel et en ligne. Donc, je donne l'exemple pour les enseignants de langue. Quand vous avez un niveau A1 qui va occuper 60 à 100 heures d'enseignement, eh bien, vous allez sélectionner les objectifs d'apprentissage qui vont être travaillés en présentiel et puis d'autres qui vont être travaillés en ligne. Et là, on a besoin, bien évidemment, d'une plateforme de formation, des outils de communication synchrone et asynchrone. Et on a besoin aussi de clarté par rapport aux consignes, à la structure. Et vous allez voir immédiatement, quand on va commencer une démarche d'hybridation, on va voir que l'interaction orale, elle est beaucoup plus facilement travaillée en présentiel. Les étudiants demandent ou attendent un environnement social où on a un contact physique avec l'enseignant et avec les collègues, avec leurs pairs, pour pouvoir interagir à l'oral, s'exprimer plus fluidement, si vous voulez, c'est plus fluide qu'en classe virtuelle, par exemple, prendre la parole d'une manière spontanée. Donc, ce sont des compétences qui se travaillent facilement en présentiel. Le présentiel aussi va rythmer la formation aux yeux des apprenants parce que pendant le travail en présentiel, on va pouvoir peut-être annoncer la consigne plus clairement ou le travail qui va se faire en ligne pendant cette période de regroupement présentiel. Alors, le travail en ligne, il a aussi ses points forts parce que l'apprenant, il va prendre le temps. Alors, beaucoup de personnes croient quand on va travailler avec le numérique, on a un rythme plus rapide. Certes, le numérique nous permet facilite en tout cas
la mise en place d'une démarche d'enseignement, mais pendant le travail en ligne, l'apprenant, il va pouvoir au contraire prendre son temps, être à son rythme pour pouvoir rédiger un contenu. Donc, l'interaction écrite, elle est travaillée plus facilement en ligne. Là, il va réfléchir avant de poster, peut-être reformuler ses phrases, aller vérifier comment s'écrit tel ou tel mot, et puis il va pouvoir prendre son temps pour lire et répondre d'une manière asynchrone au message. Donc voilà, les compétences d'interaction écrite, elle est plus facile en ligne et on va pouvoir justement proposer une variété de ressources et de supports. Ça peut être également un moment pour se préparer. Là, on va voir un deuxième type de travail en classe inversée où on va pouvoir leur proposer, par exemple, une vidéo à écouter pour préparer le présentiel. Alors, si j'ai des conseils à vous donner, c'est justement découper votre formation en unités didactiques, scénariser, planifier les séquences. Donc, ça demande un travail en amont. C'est un choix de l'enseignant de mettre et de tester cette modalité en classe. Donc, il va devoir aussi mettre en avant un scénario qui favorise l'interaction. Par exemple, sur le forum, on va leur demander d'échanger sur une thématique ou bien de pouvoir travailler en collaboration pour produire un produit en commun. Donc, c'est intéressant de mettre un accompagnement renforcé pour ce type de classe hybride. Alors, voilà une deuxième variété, la classe commodale, et beaucoup de personnes confondent classe hybride et classe commodale. Donc, je vais devoir faire cette distinction. Quand on parle d'une classe commodale, on va parler d'abord d'un choix qui vient de l'étudiant. C'est l'étudiant qui va, ou l'apprenant, qui va choisir d'être en ligne ou en présentiel. Pourquoi? Parce que cette classe commodale, elle combine les deux modes d'une manière simultanée. Ça veut dire le cours se passe comme aujourd'hui, en présentiel et en ligne, et c'est à l'apprenant de choisir son mode de diffusion, contrairement à la classe hybride où c'est le choix de l'enseignant. Après, on va voir aussi une gestion de groupe d'une manière simultanée en classe commodale, alors qu'en hybride, on va travailler d'une manière séparée. Ça veut dire tout le groupe classe, il est dans un de deux modes. Et voilà, donc si je vous donne deux mots à retenir, l'hybride, c'est les deux modes séparés, et puis en commodal, les deux modes en simultané. Alors, on distingue la bimodalité de la comodalité quand on aborde le fait que quand on va travailler en bimodal, c'est ce cours qui va combiner juste les deux modes, présentiel et distanciel. Par contre, si on rajoute également une plateforme de formation en ligne, en asynchrone, où on va déposer un replay de notre cours, des ressources complémentaires, ou bien un travail qui va être engagé en ligne, là, on va parler de cette comodalité qui va donc proposer une modalité asynchrone et donc trois modalités différentes. Alors, cette configuration offre une grande flexibilité à l'apprenant et puis cette grande liberté de choisir votre mode de diffusion, c'est aussi une manière de lui donner cette possibilité de se dire sans le justifier dans quelle classe il souhaite le faire. Et puis, pour le dispositif technique, alors certes, on a envie de faire des choses parfaitement performantes, mais je recommande de choisir avec un ordinateur connecté d'abord. Ça peut se faire que avec un ordinateur connecté, mais c'est vrai qu'une salle avec des enceintes, comme vous le voyez là en présentiel, avec des haut-parleurs, vidéoprojecteurs et un outil de visioformation, là, on a une vraie interaction entre le groupe en présentiel et en ligne. Alors, cette classe commodale va aussi obliger l'enseignant à accorder une attention égale au groupe en ligne et en présentiel, à un seul groupe et à en faire un seul groupe, justement, et surtout donner accès à ces ressources dans les deux modes à l'instantané. Donc, c'est vrai que la règle la plus recommandée, c'est de préparer son cours en présentiel et en ligne, mais de le préparer d'abord comme s'il était 100% en ligne. Donc, digitaliser ou médiatiser tout le contenu et l'animer en classe virtuelle
Comme ça, au moins, on est sûr que tous les matériaux sont, ou tous les supports sont prêts à être diffusés et on donne accès à nos apprenants sans problème. Alors, c'est sûr que il y a beaucoup d'enseignants qui trouvent une difficulté à gérer une classe en présentiel et en ligne, mais avec cette exposition à haute dose au numérique pendant les 2 années de confinement, les enseignants ont acquis vraiment une grande agilité numérique et ils ont pu monter en compétence dans la manipulation technique des fonctionnalités d'une classe en visioformation et ils sont capables maintenant de pouvoir proposer cette modalité, cette comodalité facilement. Alors, ça nous permet aussi d'enrichir nos techniques d'animation. Hein. Ça nous permet voilà, de pouvoir optimiser l'usage des ressources puisque les ressources vont être redéposées sur une plateforme de formation, donc ils vont être réutilisées. Et je pense qu'elle va aussi pouvoir augmenter l'accessibilité de l'apprentissage en tout lieu et tout temps. Alors maintenant, si on parle de la classe inversée, c'est un modèle pédagogique maintenant de plus en plus connu. Et puis, parfois, les enseignants le confondent avec certains enseignants le confondent avec d'autres pratiques pédagogiques. C'est pour ça que j'aimerais bien faire un focus sur ce cours-là qui se présente ou qui se définit comme un travail d'un cours à la maison, ça veut dire un savoir externalisé à la maison et des activités de groupe en classe. Donc ça, c'est la définition la plus classique de la classe inversée. Et puis, on a aussi parfois des fausses croyances en croyant que voilà, c'est un cours notre cours est en ligne, donc l'enseignant, il est tranquille, ils vont pouvoir travailler avec les vidéos que j'ai mis en ligne et qui tournent en ligne. Alors, une classe inversée n'est pas une série de vidéos, n'est pas un cours en ligne où les apprenants sont livrés à eux-mêmes. Au contraire, c'est vraiment un travail réfléchi également pour identifier les points de langue qui vont pouvoir être travaillés à la maison. Et puis, comment on va faire l'application sur des activités d'approfondissement en classe. Et on va laisser aussi la place à des pédagogies actives où on va pouvoir laisser la parole à l'apprenant pour qu'il s'exprime une fois qu'il a pu découvrir, je dirais pas maîtriser, découvrir le cours en amont. Alors, beaucoup d'enseignants me posent la question, et si les apprenants, et c'est la plus grande majorité des cas, ne consultent pas le cours en amont et viennent en cours, voilà. Alors, c'est vrai qu'il y a des stratégies pour pouvoir les sensibiliser et puis les encourager à consulter ce cours. On peut organiser un chat en ligne, on peut on peut leur mettre une activité ou une petite classe virtuelle pour qu'ils puissent s'orienter. On peut les rappeler qu'il y a voilà ce cours. Donc c'est vrai qu'on parle beaucoup de la vidéo en classe inversée, mais il n'y a pas que. Il y a aussi des questionnaires. On peut leur demander de répondre à un questionnaire avant de commencer, où on va intégrer les vidéos à l'intérieur. Donc on va pouvoir détourner la pratique pour qu'ils puissent justement prendre leur rythme. Alors là, je vous ai mis une image qui reflète la classe traditionnelle où on a voilà une classe qui se passe d'une manière classique, la journée un peu longue, et la classe inversée où on va pouvoir justement se familiariser avec le cours grâce à des vidéos, et puis le lendemain en classe, on va travailler sur des activités et des travaux de groupe, et on aura peut-être une aide personnalisée de l'enseignant. Voilà, donc ce qu'on peut retenir de cette pratique, c'est de pouvoir sélectionner le contenu à travailler à la maison et puis de pouvoir créer un contenu vidéo pas trop long. On parle d'une vidéo de 2 à 3 minutes maximum pour qu'ils puissent justement préparer un point, par exemple un point grammatical ou bien un point culturel, et puis ils vont pouvoir entrer dans une démarche interactive sur la plateforme et puis venir en classe. On va commencer d'abord par vérifier la compréhension avant l'approfondissement. Alors voilà, ces modèles-là vont pouvoir remédier à plusieurs problèmes que je vais évoquer.
tout de suite, mais c'est vrai que la classe inversée répond essentiellement à des problèmes, par exemple d'absentéisme où on veut donner accès au contenu différemment et puis on va pouvoir motiver l'apprenant, l'impliquer davantage et puis le dynamiser quand on va lui donner une tâche avant le cours. Alors là, c'est un modèle, c'est presque un deuxième type de la classe inversée, la classe renversée. C'est une classe ou une méthode active qui part de l'idée que la meilleure manière d'apprendre est d'enseigner. Donc, dans cette classe, on va voir que l'enseignant va prendre la place de l'apprenant et l'apprenant va prendre la place de l'enseignant et c'est à l'apprenant de préparer le cours. Alors, je pense que c'est intéressant de travailler avec ce modèle pédagogique à partir d'un niveau avancé en langue parce que c'est vrai qu'à niveau B1, là, ils vont pouvoir sélectionner un contenu sur une thématique, le documenter, le préparer et puis venir en classe pour le présenter, faire une restitution, une présentation. Donc, cette classe renversée, elle est intéressante parce que l'enseignant est là pour poser des questions, pour vérifier s'il a bien compris. Donc, c'est à l'apprenant aussi de pouvoir transmettre ce savoir à ses pairs. Et on va voir aussi une démarche de co-construction, de co-élaboration du contenu qui est intéressante parce qu'on donne cette possibilité aux apprenants de co-construire avec nous le savoir et de faire une recherche en ligne et de structurer avec du contenu, voilà, un contenu parfois peut-être interactif, co-écrire sur des outils comme Google Doc ou peut-être préparer un wiki. Donc, c'est intéressant cette démarche collaborative. Et parfois même à l'université, on a des moments où on va demander à des apprenants ou à des étudiants de nous dire, si vous êtes l'enseignant, maintenant, il faut me dire comment je vais dynamiser ce groupe qui est en train de faire sa sieste, ou bien pour remédier à un problème d'absentéisme. Voilà, donc c'est eux qui vont nous dire, eh bien, si on a vu dans un cours cette méthode, on va vous montrer comment on peut traiter tel ou tel point de cette manière-là. Voilà, la classe renversée, donc c'est une démarche documentée maintenant de plus en plus. Et arrivant à cette cinquième type, la classe diversifiée. Alors, je l'ai appelée diversifiée alors qu'elle peut aussi être proche d'une classe autonome ou d'une classe puzzle. Mais je l'ai appelée diversifiée dans la mesure où j'ai envie de vous dire que la classe peut se faire aussi à la carte. Ça veut dire l'apprenant, il a à sa disposition un choix d'activités, un choix de thèmes et il va pouvoir choisir des thèmes ou des points ou des objectifs adaptés à ses besoins. Et il va pouvoir aussi travailler à son rythme en petits groupes. Alors, le choix peut être imposé ou un choix libre, d'accord, imposé par l'enseignant ou un choix libre. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous allez créer des petits groupes qui vont travailler sur des thèmes différents. Un groupe qui travaille sur le cinéma, un autre groupe qui travaille sur la littérature, par exemple. Et puis, ils vont pouvoir restituer, ils vont pouvoir croiser leurs recherches. Et ce qui est aussi intéressant dans ce type de classe, c'est qu'on peut également remédier à l'hétérogénéité des niveaux. C'est-à-dire quand on a un groupe qui est en retard, on va pouvoir lui proposer des activités de remédiation. Si on a un groupe en avance, on va pouvoir lui proposer des activités d'approfondissement. Donc, on a cette possibilité de varier l'activité et l'apprenant est libre dans ses choix aussi. Donc, quand on parle d'une classe puzzle, c'est qu'ils vont à la fin échanger autour de leur recherche et de différents supports qu'ils ont trouvés. Voilà donc ce cinquième type de classe. Si vous voulez, le but, c'est de varier les modalités pour remédier justement à des problèmes récurrents que l'enseignant rencontre. On va pouvoir trouver des enseignants qui nous parlent d'un problème d'absentéisme, d'autres d'un manque de motivation, de passivité, d'autres enseignants qui parlent aussi de l'hétérogénéité des groupes, d'autres aussi qui vont évoquer la distraction des apprenants pendant le cours.
Voilà, donc on va pouvoir justement préparer ou proposer ces modalités diversifiées. Alors, là, j'aimerais bien vous donner aussi quelques exemples de scénarios, parce que l'expérimentation peut se faire sur l'échelle de la classe, mais surtout aussi peut se faire sur l'échelle d'un scénario ou d'une activité qu'on va pouvoir mettre en place. Donc, ces exemples de scénarios sont assez variés. Alors, je donne quelques exemples, il y en a d'autres, et puis on a pu évoquer l'an dernier d'autres scénarios. Donc là, je vais mettre le focus sur l'échange à distance, sur l'interaction dans le web social, la pratique de la balado-diffusion, les jeux en ligne, et puis quelques exemples de scénarios que j'appelle moi scénarios insolites ou originaux. Alors, l'échange en ligne est une manière de rendre possible l'interaction avec des personnes extérieures au groupe classe. Donc, ces personnes-là peuvent être des locuteurs natifs ou pas. Et puis, ils peuvent être aussi, ils peuvent venir d'une institution scolaire ou bien une institution pas du tout scolaire. Donc, on va voir, ou pas éducative. Donc, on va voir justement quelques exemples. Et le but, c'est de pouvoir poser des questions à un groupe distant pour demander des informations en ligne et discuter autour de différents sujets, donc d'actualité. Là, on peut donner l'exemple de l'enseignant qui a contacté un expert d'un domaine, par exemple, ça peut être la cuisine, un cuisinier dans un hôtel 5 étoiles, et il a pu en visio le mettre en contact avec les apprenants de langue pour qu'ils puissent leur donner des conseils, échanger avec eux sur son métier. Donc, on appelle ça contact un expert. Ça peut être un scientifique, ça peut être un journaliste ou autre, et on va pouvoir échanger avec lui en langue étrangère, en français, langue étrangère, et puis on va pouvoir justement mener cette discussion en ligne par le chat, ou bien on va pouvoir lui poser des questions à l'oral. Donc, cet échange peut être individuel, ou bien ça peut être également dans une expérience de rencontre en ligne entre deux classes. Et là, on va pouvoir les faire collaborer, deux classes, une classe en France, une classe à l'étranger, ou bien voilà, deux classes qui vont échanger avec leur langue maternelle, et on va pouvoir leur faire travailler sur des thèmes qui les intéressent, mais surtout, on va les faire collaborer autour de la production d'un produit commun qui peut être un blog, un site, ça peut être un journal, un clip publicitaire. Voilà, donc comme l'essentiel, c'est qu'ils vont travailler à l'écrit et à l'oral pour produire une tâche finale et un produit commun. Alors là, nous avons besoin d'une visioconférence, oui, des outils, de questionnaires, peut-être aussi une plateforme de formation pour mettre des forums où ils vont pouvoir échanger ensemble. Donc, ce sont des expériences que vous pouvez mener à petite échelle pour pouvoir justement avoir un contact différent avec vos apprenants déjà. Et puis leur donner cette possibilité d'avoir un temps d'exposition à la langue aussi enrichissant et différent qu'un travail avec le manuel. Alors, l'interaction sur le web social, on a eu l'occasion de l'évoquer l'an dernier, mais ça me paraît intéressant de vous dire que on a cette préconisation du cadre européen commun de référence pour mettre en place ou pour rendre l'apprenant un acteur social. Et le Web 2.0, avec l'interaction en direct, lui permet de réaliser cette possibilité de devenir un acteur social en participant sur des sites authentiques. Par exemple, il peut tout à fait construire un guide de voyage ou bien ajouter une information sur sa ville natale, donner des conseils sur TripAdvisor, évaluer un restaurant, entrer en contact avec un acteur pendant une séance de diffusion d'un film. Voilà, il y a une grande possibilité où donner son avis sur le film. Donc, il y a cette possibilité d'interagir en ligne. C'est vrai, beaucoup à l'écrit, mais aussi à l'oral, si on se met voilà, dans une séance qui est comme maintenant, par exemple, vous pouvez interagir sur YouTube, par exemple, ou bien prendre la parole facilement en visioconférence.
Alors, la balado-diffusion, elle date un peu, mais ça me semble quand même toujours intéressant, surtout dans une démarche de classe inversée, où on a envie de travailler la compréhension orale, où on va donner la possibilité aux apprenants d'accéder à une série de capsules vidéo, de capsules audio, pardon, des podcasts pour pouvoir écouter des extraits audio et puis pouvoir justement améliorer la prononciation, répéter, prendre le temps de recommencer, accélérer ou ralentir. Donc, cette possibilité avec une application sur un smartphone, elle est possible en préparant justement la classe inversée ou bien en préparant un travail. On va demander à chaque fois pour un enseignant d'écouter un podcast, pour un apprenant, pardon, d'écouter un podcast pour revenir en cours et puis on va travailler en approfondissement sur un point écouté en amont. Donc, la balado-diffusion me paraît donne beaucoup de liberté à l'apprenant qui peut écouter ce travail en ligne, non, pardon, dans un parc, je m'excuse, dans un parc ou dans le métro ou de chez lui. Voilà, c'est une grande liberté et puis il travaille à son rythme. Ça, c'est important aussi. C'est une écoute personnalisée et il va choisir quand et où écouter ce que vous lui proposez. Et alors là, il y a énormément de capsules vidéo, de capsules audio disponibles maintenant dans les sites ministériels surtout. Donc, c'est très accessible ces extraits MP3 ou bien le podcast qui est assez maintenant à la mode. On a tous un endroit où il y a des podcasts qui vont travailler un point pour le FLE, par exemple. C'est très accessible maintenant. Alors, pour terminer sur les scénarios, je pense que je voulais faire aussi un focus sur les jeux en ligne. Et c'est ce caractère ludique, l'esprit de compétition qui rend l'apprentissage amusant, motivant. Moi, je vois quand je parle beaucoup avec les enseignants qui se plaignent, par exemple, d'une démotivation et puis de ce syndrome de webcam coupé, quand je leur dis est-ce que vous avez essayé de mettre un caout, et là ils disent ah alors là dès qu'on met le caout les webcams s'activent et puis on voit que l'ambiance de la classe même en présentiel change et ils sont très motivés d'avoir un avatar avec un nom. Et c'est intéressant de pouvoir les rendre dynamiques à travers ces matrices de jeu. Alors, ces matrices de jeu peuvent être disponibles dans les outils éditeurs. Maintenant, on n'a même pas à développer un jeu ou bien à prendre en main un jeu complexe. On peut tout à fait faire appel à des jeux simples dans les applications comme Learning Apps, par exemple, qui proposent une dizaine de matrices de jeux, des puzzles, des mots croisés, de jeux de paires, labyrinthe, voilà, ou World Wall, par exemple, qui a un rendu très sympathique. Le jeu, voilà, la roue aléatoire pour travailler l'expression orale, par exemple. Donc là, on a des matrices de jeu, si vous voulez, déjà disponibles. Mais on peut aller sur des choses un peu plus développées quand on veut concevoir, par exemple, un jeu de rôle en serious game, si vous voulez, en mode serious game. Et là, on va peut-être simuler un entretien, par exemple, un entretien d'embauche, et l'apprenant va pouvoir entrer dans un environnement. Alors, ça peut être en 2D sur son écran ou bien en 3D s'il met le casque virtuel. Et là, il va se trouver dans un univers où on est dans un entretien d'embauche et la machine ou la personne de devant lui, qui est préprogrammée par le scénario et par le concepteur, va pouvoir lui donner des choix et il va, avec sa manette, pouvoir interagir dans un monde immersif, si vous voulez. Alors, c'est ce qu'on appelle la réalité virtuelle, même si je ne suis pas encore très, très fan de la réalité virtuelle pour plusieurs raisons. D'abord, on n'a pas eu encore des retours probants en recherche sur son efficacité dans l'enseignement des langues. On n'a pas vu des choses un peu spectaculaires, mis à part, bien évidemment, le fait de vivre la situation, le fait d'être en contexte d'immersion, ce qui est intéressant. Mais moi, ce qui me heurte encore ou ce qui me freine encore, c'est le prix des casques. Voilà, un casque coûte quand même entre 400 et 500 euros et pour équiper toute une salle dans des pays, voilà, ça me paraît encore, voilà, on va attendre que ça soit un peu plus accessible. Mais en tout cas, on peut travailler ces avatars, d'accord,
à travers aussi des applications qui sont disponibles maintenant et vous pouvez programmer l'avatar qui va accueillir l'apprenant et qui va répondre par des choix de réponses, parfois des choix limités, mais c'est intéressant de le mettre dans cette situation réelle. Alors, dernier consigne, si vous voulez, quelques consignes que je vous recommande autour des scénarios que j'appelle insolites ou des scénarios originaux, pour vous montrer que l'expérimentation ou le fait de vouloir tester quelque chose de nouveau peut se faire aussi sur l'échelle d'une activité ou d'un scénario simple que vous pouvez aussi mettre à disposition à vos apprenants, comme par exemple rédiger un faux journal avec des fausses nouvelles, donc que du fake news autour d'un fait divers insolite. Donc là, ils vont pouvoir co-écrire peut-être ce faux journal et ça leur il y a le plaisir, si vous voulez, de se mettre dans des situations intéressantes. Concours des unes avec le titre La 27e vague arrive en France. Donc voilà, toujours dans l'écriture collaborative ou la création d'un guide ou d'un programme autour d'un voyage insolite. Par exemple, d'un couple richissime qui attend un voyage très très original et on va pouvoir leur proposer ce programme. Alors, il y a aussi à l'oral cette possibilité de créer, parodier un clip publicitaire et puis pouvoir aussi décerner un prix à la création publicitaire la plus insolite. Un dernier aussi, que c'était au CLA par une collègue, Isabelle Roger, que je salue et qui m'a transmis un Padlet très intéressant où les apprenants vont inventer des alertes info, breaking news, et ils vont pouvoir faire des extraits vidéo, mais ça peut être audio aussi, sur un sujet insolite, par exemple, deux lions qui se sont évadés cette nuit et puis on doit tous rester chez nous, il y a la foudre, voilà. Donc il y a aussi cette invention des situations qui vont leur permettre de travailler la production orale d'une manière originale. Donc une vidéo de 2 minutes, hein, une minute même, c'est alerte info. Voilà, donc quand vous voyez ces situations-là, on va voir que les leviers sont toujours les mêmes, hein. Quand l'enseignant va pouvoir concevoir ce type de travail, il va d'abord penser à l'interaction parce que c'est notre but, les interactions, favoriser les interactions, s'occuper aussi des aspects socio-affectifs, scénariser davantage, mais quand je dis scénariser, c'est pouvoir aussi créer un cours avec une mise en situation pour pouvoir développer l'autonomie. Donc, une posture d'enseignant qui va changer. Il va passer d'une posture classique où il se contente de travailler à partir du manuel pour lancer des expériences simples, si vous voulez, et il va pouvoir justement enrichir sa démarche pédagogique avec ces expériences-là. Alors, le but, c'est de pouvoir renouveler les pratiques, mais comme vous avez vu, renouveler les pratiques, ça implique de changer de rôle, de pouvoir aussi penser à une co-construction de savoir, à diversifier les approches, à scénariser davantage. Cela apporte un enrichissement, bien évidemment, pédagogique pour l'enseignant qui va monter en compétences à la fois pédagogique, numérique. Ça peut être également une manière de monter en compétences l'apprenant sur des points langagiers ou bien interculturels et aussi numériques. Donc, ça laisse aussi le temps, un temps plus, on va dire, ça nous donne cette possibilité d'exposer nos apprenants à un temps d'exposition à la langue un peu plus grand et un peu plus différent. Donc, ce sont des exemples qui vont permettre de créer une relation différente avec les apprenants et pouvoir leur faire vivre des situations diversifiées pour remédier à plusieurs problèmes que nous avons évoqués tout au long de cette conférence. Les différences de niveau, le manque d'autonomie, l'hétérogénéité des rythmes et la motivation. Voilà. Donc, on a toujours ces problèmes qui sont tout le temps récurrents, l'absentéisme. Alors voilà, offrir aussi une pédagogie plus personnalisée, plus individualisée et répondre à différents styles d'apprentissage. C'est le but de pouvoir aussi se trouver, s'enrichir avec des nouvelles compétences. On a toujours l'enseignant concepteur qui a toujours été enseignant concepteur, mais de ressources multimédia.
Il va pouvoir aussi changer de rôle pour être animateur, modérateur, accompagnateur, tuteur méthodologique et tuteur de contenu, médiatiseur, c'est la digitalisation du contenu en ligne et ça lui permet d'avoir des compétences en ingénierie numérique, surtout que les outils maintenant sont très simples à prendre en main, ils sont très intuitifs et avec même des tutoriels de 3 minutes, vous pouvez passer d'une étape à l'autre plus facilement. On a pu voir aussi cette possibilité de créer des matrices de jeu, de pouvoir mettre l'apprenant dans un environnement différent. Eh bien, voilà tout ça, tout en gardant le rôle essentiel d'éveiller la joie, de travailler et de connaître, comme il l'a bien dit Albert Einstein. Eh bien, voilà, écoutez, j'arrive à la fin de cette conférence. Je tiens à vous remercier pour votre participation. Vous avez été une centaine de personnes, 115 qui sont restées jusqu'au bout en ligne et puis en présentiel à la salle Temada. Je tiens à vous remercier. Je remercie également toute l'équipe du CLA, plus particulièrement la direction du CLA, Carlos Padernero, Paul Aventura, Florian Chappé, tous les collègues de la direction qui ont soutenu cette initiative. Je tiens à remercier l'équipe de la communication, Marie, Maëlys, Fabienne, pour un travail extraordinaire depuis le début de la mise en place d'un événement pour la Journée internationale des professeurs de français jusqu'à l'animation de cet événement, de cette fête qui nous concerne tous. Et puis, je remercie bien évidemment l'équipe informatique qui a toujours été là avec mon coéquipier Théo Chetou, qui a toujours été à mes côtés pour des événements transmis en ligne, et toute l'équipe, Corentin, Rémi, je tiens à vous remercier tous. Je remercie également la coordination de stage de profs, parce que nous sommes aussi avec des professeurs de français qui sont là pour l'Université pédagogique d'hiver, et je tiens à les saluer et à les remercier pour leur présence. Écoutez, je suis à votre disposition pour les questions. Je peux prendre une question en chat et à la salle. Donc, je vais...